les plis et les contusions. Il y a quelques points essentiels à connaître. Avant tout, les traumatismes de l'abdomen, c'est plaies et contusions, les deux. Il faut faire la différence entre les contusions et les plaies. Les contusions, c'est un traumatisme, c'est des traumatismes fermés de l'abdomen, tandis que les plaies, c'est des traumatismes ouverts. Donc c'est ça la différence. Mais les deux font ensemble, plaies et contusions, font ensemble les traumatismes de l'abdomen. D'accord? Donc d'emblée, il faut faire la différence entre traumatisme fermé de l'abdomen, c'est les contusions. Ça veut dire qu'il n'y a pas une ouverture de la paroi abdominale, mais il y a des lésions à l'intérieur de l'abdomen, tandis que les plaies, ça veut dire qu'il y a une ouverture de la paroi abdominale. Ça, c'est une notion très importante. Deux, il faut savoir que les plaies représentent 20% des traumatismes de l'abdomen et les contusions représentent 80% des traumatismes de l'abdomen. Deuxième notion. Troisième notion, pourquoi on enseigne ce cours, les traumatismes de l'abdomen? Parce que les traumatismes de l'abdomen sont fréquents. Les traumatismes de l'abdomen peuvent être graves et peuvent mettre en jeu le pronostic vital du blessé. Troisièmement, parce que on peut faire un diagnostic précoce, un diagnostic lésionnel, et ça permet d'apporter un traitement, ce qui permet de sauver la vie des blessés. D'accord? Donc, on va passer sur quelques diapositives parce que les choses les plus importantes se trouvent dans le cours. Sur le plan étiopathogénique, il faut, comme je vous ai dit, savoir que les contusions représentent 80% des traumatismes et les plaies, c'est 20%. Quelles sont les causes? Donc, on a dit que les contusions représentent 80% des traumatismes. Il faut connaître aussi que ces contusions sont secondaires à un accident de la voie publique dans 75% des cas. Ça peut être des voitures, un accident de voiture, ça peut être un accident de bicyclette, de motocyclette, ou c'est un piéton qui est heurté par exemple, une mobilette, et ainsi de suite. Donc, la plupart des cas, c'est des accidents de la voie publique, mais ça peut être des accidents domestiques, ça peut être un accident de travail, comme ça peut être un accident de sport. Donc, sur le plan étiologique, voilà les causes des contusions. Retenez, dans 75% des cas, c'est un accident de la voie publique. Les plaies, il faut connaître deux notions. Il y a les plaies par arme blanche et les plaies par arme à feu. C'est deux causes, bien sûr, qui sont différentes et qui vont engendrer des conséquences complètement différentes et dont le pronostic est complètement différent. Quels sont les mécanismes des traumatismes de l'abdomen, c'est-à-dire des contusions et des plaies? On va commencer par les contusions. Comment on peut avoir une contusion de l'abdomen? Donc, retenez les mécanismes suivants. Il y a le choc direct. Quelqu'un qui reçoit, par exemple, un coup de poing au niveau de l'abdomen. Il y a le choc appuyé ou écrasement. Dans ce cas, les viscères sont comprimés contre une force qui est appliquée. Par exemple, un choc appuyé contre le volant d'une voiture. Et il y a des forces de décélération. Cette notion, il faut bien la comprendre. C'est quoi le mécanisme de décélération? Il faut connaître que le corps qui s'arrête brutalement
pour une raison X, mais les viscères dans l'organisme vont continuer leur chemin. Les viscères dans l'organisme qui s'est arrêté déjà, mais les viscères vont continuer leur célérité, leur vitesse. Et donc, ces organes vont tirer et vont arracher les moyens d'attache. Et souvent, ces moyens d'attache peuvent être des ligaments, peuvent être des vaisseaux, comme par exemple les veines sus-hépatiques, comme le ligament rond, par exemple, le ligament suspenseur du foie, et ce qui va engendrer des lésions au niveau du foie. C'est ça le mécanisme de décélération. Ça, c'est des schémas qui vous expliquent les différents mécanismes. Je répète encore, pour le mécanisme de décélération, il faut bien comprendre ça. Donc, le corps s'arrête brutalement, mais les organes vont continuer leur mouvement avec une énergie cinétique proportionnelle à leur masse et au carré de la vitesse. C'est l'équation E égale mv2. E, c'est l'énergie, m, c'est la masse, v, c'est la vitesse. Donc, lorsque le corps s'arrête, les organes vont continuer leur chemin. Donc, la décélération va provoquer des lésions d'étirement, des mésos, des différents moyens d'attache. L'exemple typique, c'est par exemple un maçon qui a chuté d'une hauteur de, disons, de 5 mètres. Donc, son corps va s'arrêter au niveau du sol, mais le foie, par exemple, va continuer son chemin avec une énergie E égale mv2. Et le foie va arracher, va engendrer des lésions d'arrachement, ce qui va engendrer, par exemple, une hémorragie parce qu'il y a un étirement, il y a un arrachement des veines sus-hépatiques. Est-ce que c'est clair ça? Oui. Vous m'entendez ou non? Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. D'accord? Donc, voilà l'exemple. Donc, une chute verticale, le foie gauche au niveau de la charpente fibreuse du ligament falciforme. Lorsqu'il y a une chute, le foie gauche va être cisaillé. Il va y avoir une lésion au niveau du trajet du ligament falciforme. Pour les plaies, il y a les plaies par arme blanche, donc il peut s'agir d'un trajet qui est simple, comme il peut s'agir d'un trajet qui est complexe. Tout dépend du trajet de l'arme qu'on a utilisé. Et il faut savoir qu'en matière de plaie, il n'y a pas de parallélisme entre la taille de l'orifice et de la plaie et l'importance du dégât, parce qu'on ne connaît pas le trajet exact et on ne connaît pas si l'agresseur a continué à faire des mouvements avec le couteau, par exemple, ou non. Donc, il n'y a pas de parallélisme entre l'orifice de la plaie et les dégâts à l'intérieur. Les plaies par arme-feu, les lésions sont variables selon l'effet de gravitation provoqué, qu'il peut s'agir d'une petite balle ou de gros calibre. Les lésions de blast, blast, c'est ça. Ces lésions sont créées par la propagation d'une onde de pression secondaire à la déflagration d'obus ou d'éclats de bouteilles de gaz. Donc ça, il faut faire la différence entre les plaies par arme blanche et les plaies par arme à feu. Les plaies par arme blanche, souvent c'est des plaies linéaires, c'est des plaies fraîches,
Tandis que les plaies par arme à feu sont des lésions très graves et multiples. Plaies par empalement, qui peuvent se faire par un orifice naturel du périnée, parfois difficiles à reconnaître. L'exemple typique, c'est dans les prisons, lorsqu'on demande à un prisonnier de s'asseoir sur une bouteille qui est effilochée, qui est cassée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empalement. Hein? Donc, on a vu la différence entre plaie et contusion. On a vu les mécanismes des plaies et les mécanismes des contusions. Maintenant, on va voir quelles sont les lésions anatomiques secondaires à ces mécanismes. Avant de passer pour citer ces différentes lésions, il faut se rappeler de l'anatomie de l'abdomen. L'abdomen, c'est une cavité, bien sûr. C'est un contenu et un contenant. Un contenu et un contenant. Le contenu, c'est les organes intra-péritonéaux et les organes rétro-péritonéaux. Donc, c'est le contenu de l'abdomen. Le contenant, c'est l'enveloppe, c'est la paroi. D'accord? Et le contenu de l'abdomen, il y a des limites. Il y a des limites en haut, des limites en bas, des limites latéralement et des limites en arrière. Donc, le contenu de l'abdomen, il est limité en haut par le diaphragme, en bas par le pelvis, latéralement, c'est par les muscles larges de l'abdomen, et en avant, bien sûr, c'est par la paroi abdominale antérieure, les muscles grand droit, et en arrière par le rachis. Donc, lorsqu'on va avoir des lésions de l'abdomen, il peut s'agir de lésions du contenu, c'est-à-dire des organes dans l'abdomen, ou de la paroi. D'accord? Ça, c'est la première notion. La deuxième notion qu'il faut connaître, surtout en matière de plaie, il faut faire la différence entre une plaie. Par définition, on a dit, la plaie, c'est un traumatisme qui est ouvert de l'abdomen. La plaie, elle peut être pénétrante, ça veut dire qu'elle pénètre dans la cavité abdominale, mais non perforante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plaie pénètre dans la cavité péritonéale, mais elle n'engendre pas, par exemple, de perforation du grêle, ou elle est du côlon, ou une plaie de la rate, ou du foie. Donc, juste, elle est pénétrante. On appelle ça une plaie pénétrante non perforante. Mais si l'agent, par exemple le couteau, va engendrer une plaie du côlon, on appelle ça une plaie pénétrante et perforante. Donc, les plaies perforantes sont des plaies pénétrantes, ça va de soi. Est-ce que c'est clair cette notion? Vous m'entendez? Oui, monsieur, c'est bon. Plaie pénétrante et plaie perforante. Oui, oui. Contenu de l'abdomen, contenant de l'abdomen. Ça, c'est des... Si vous voulez, c'est des connaissances que... C'est un rappel anatomique. C'est des choses que vous devez connaître auparavant. Hein? Il faut avoir des connaissances d'anatomie pour qu'on puisse avancer. Donc, quelles sont les lésions qu'on peut voir en matière de contusion? On peut voir des ecchymoses, des écorchures, ou parfois des ruptures ou des insertions musculo-aponeurotiques. Ça, c'est les lésions au niveau, lorsqu'il s'agit d'une contusion. On peut avoir des lésions osseuses, parce qu'on a dit que l'abdomen est limité en arrière par le rachis. Voilà des exemples. Hein? Ça, c'est des échymoses. Ça, c'est des écorchures. C'est des lésions de la paroi. C'est des lésions pariétales. On peut avoir des ecchymoses, des hématomes, des excoriations, des fractures de côte ou des fractures de bassin. Carrément, en matière de plaie,
on peut avoir ce qu'on appelle une extériorisation du contenu intestinal. Ça, donc vous voyez que ce blessé, il a les viscères, il a l'intestin grêle qui est en dehors. On appelle ça une éviscération. Éviscération. Et ça veut dire l'extérieur. Viscération, c'est les viscères. Ça veut dire que les viscères sont à l'extérieur. On peut avoir aussi des lésions du diaphragme. Des lésions diaphragmatiques. On peut avoir une plaie, comme on peut avoir une rupture complète du diaphragme. Ça, c'est pour les lésions de la paroi. Quelles sont les lésions des viscères? Donc, on a dit que les viscères, il y a les viscères intrapéritonéaux et les viscères rétropéritonéaux. Les viscères intrapéritonéaux, c'est quoi? C'est à partir de l'œsophage abdominal jusqu'au rectum suspéritonéal. Donc, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon. Et donc, ce qu'on appelle les organes creux. Les organes creux. Et les organes pleins, c'est le foie et la rate. Est-ce que c'est clair? Il faut faire la différence entre les organes creux et les organes pleins. Parce que les conséquences physiopathologiques sont un peu différentes. Pourquoi? Il faut avoir cette notion. Les organes creux contiennent du liquide digestif, donc la perforation va engendrer un déversement du liquide digestif dans la cavité péritonéale. Donc une péritonite. Tandis que les organes pleins, le foie ou la rate, leur lésion va engendrer une hémorragie avec ses conséquences. État de choc hémorragique, par exemple. Donc, deux conséquences physiopathologiques qui sont complètement différentes. Péritonite, hémorragie, mais on peut avoir les deux en même temps. D'accord? Donc déjà, dès maintenant, on a devancé un peu la physiopathologie du traumatisme de l'abdomen. Ça, c'est un rappel anatomique aussi. Donc, des lésions d'organes intrapéritonéales, les organes rétro et le diaphragme. Ça, c'est un tableau qui montre le pourcentage des différentes lésions. Ah, donc, vous voyez que ce qui est en rouge, c'est les organes les plus atteints. La rate, le foie, le mésentère et soit le mésocolon, soit le mésentère, soit le grêle, soit le côlon. Donc, c'est à peu près ces organes qui sont les plus atteints. Les lésions élémentaires sont essentiellement des contusions, des hématomes, des fractures, des perforations. Et donc, vous voyez, ce qui est en jaune, c'est les conséquences physiopathologiques. Vous voyez? Donc là, au niveau de la rate, c'est des organes pleins, donc ça va foie, rate et foie, donc ça va engendrer une hémorragie. Bien sûr, au niveau du foie, ça va engendrer aussi une fuite biliaire. Au niveau du pancréas, c'est l'hémorragie et des contusions et des lésions de pancréatite. Les autres organes creux, le déversement du liquide digestif va engendrer une péritonite. Ça, c'est des images qui vous montrent des lésions hépatiques. Ça, c'est une plaie au niveau du foie. Voilà comment elle a été traitée. Donc, on a mis je crois, ça, c'est l'épiplan. C'est pas très important, ça. Les lésions associées. Bien sûr, un traumatisme de l'abdomen, il peut être isolé, comme il peut rentrer dans le cadre d'un polytraumatisé. Donc, les contusions et les plaies de l'abdomen peuvent être associées à un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique, un traumatisme des membres. Ça, c'est une lésion de la rate, c'est un fracas de la rate. Vous voyez que la rate est complètement déchirée, c'est un éclatement de la rate. Le seul traitement, c'est la splénectomie. Les lésions au niveau du foie, on les a vues. Voilà le scanner, qu'est-ce qu'il montre? C'est un épanchement périhépatique.
Ça, c'est un rappel anatomique du foie. Les diapositives, c'est exhaustif. Il y a beaucoup de choses. Ce que vous retenez, c'est ce qui est écrit dans le document dont je vous ai distribué. D'accord? Ça, c'est les différentes classifications de contusion du foie. Ce n'est pas vraiment très important. Vous n'allez pas retenir ça par cœur. Il faut savoir qu'au niveau du foie, on peut avoir des lésions multiples. Soit un hématome, soit une lacération, soit une plaie, soit des lésions complètement graves au niveau du pédicule hépatique. Il y a plusieurs classifications, ce n'est pas la peine de les retenir. Ça, c'est une plaie au niveau du foie. La même chose au niveau du bloc duodéno-pancréatique. On peut avoir des lésions, que ce soit au niveau du duodénum ou au niveau du pancréas. Le rein aussi, on peut avoir... Les mêmes lésions alimentaires qu'on a vues peuvent survenir à n'importe quel organe. Donc, les lésions alimentaires, c'est plaie, hématome, contusion, déchirure. C'est des lésions alimentaires qu'on peut les avoir partout. Les viscères creux, ça c'est très important à connaître. On peut avoir par exemple une lésion du mésentère. Vous voyez ici le mésentère qui est déchiré. Et donc, il y a une dévascularisation, il y a une nécrose de l'intestin. Et parfois, il y a une perforation, donc ça engendre une péritonite. D'accord? Donc, on a vu les lésions anatomiques qui peuvent être secondaires à des plaies et des contusions de l'abdomen. En résumé, ces lésions, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit une contusion, soit un hématome, soit une plaie. Donc, pour les organes pleins, c'est-à-dire foie et rate, les conséquences sont des conséquences hémorragiques. Donc, c'est une fuite, c'est une perte sanguine avec ses conséquences. Tandis que pour les organes creux, ça veut dire le tube digestif, c'est des conséquences de péritonite. Voilà les conséquences physiopathologiques. Donc, deux éléments, les conséquences physiopathologiques. C'est l'hémorragie, la péritonite, et bien sûr, pour le pancréas, c'est des lésions de pancréatite. D'accord? Donc, retenez trois éléments. Hémorragie, péritonite, pancréatite. Pour les conséquences physiopathologiques du traumatisme de l'abdomen. Est-ce que c'est clair cette notion? Oui, monsieur. OK. Donc, je vous ai expliqué ça, les conséquences hémorragiques. Et bien sûr, le choc hémorragique, il peut être compensé, il peut être non compensé, il peut être irréversible. Ça, c'est les différents stades du choc hémorragique. Les organes les plus atteints, comme je vous ai expliqué, c'est essentiellement le foie et la rate et les lésions au niveau du mésentère. La péritonite, c'est secondaire au déversement du liquide du contenu digestif dans la cavité péritoniale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire face, quelle est la conduite devant un traumatisme de l'abdomen? Donc, on a vu l'éthiopathogénie et on a vu les lésions anatomiques et on a vu leurs conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En résumé, souvent, il y a deux tableaux. Soit qu'on est devant un blessé en état de choc et malgré le remplissage, on est devant un état de choc hémorragique et malgré le remplissage, le choc hémorragique est persistant ou il s'aggrave. Donc, on est obligé d'opérer le malade. Donc, retenez, en matière d'indication, en matière de conduite, un blessé qui est en état de choc hémorragique, il ne faut pas attendre à faire des examens complémentaires. Ce malade, il faut l'opérer. Il faut l'amener directement au bloc opératoire et l'opérer. Pourquoi? Parce qu'il a une lésion qui saigne dans l'abdomen. D'accord? Il y a un deuxième tableau. Les blessés qui ont une péritonite. D'emblée, l'examen clinique te montre qu'il y a une péritonite. Ces malades,
n'ont pas besoin de beaucoup d'examens complémentaires. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps. Il faut aller les opérer. Troisièmement, il y a des malades qui ont une éviscération. Ça, c'est pour les plaies. C'est-à-dire, éviscération, c'est-à-dire un malade qui a les viscères à l'extérieur de l'abdomen. Ces malades, il faut les opérer. C'est ce qu'on appelle les urgences. Donc, retenez qu'en matière de traumatisme de l'abdomen, il y a 3 situations à opérer une urgence. L'hémorragie, l'état de choc grave, la péritonite et l'éviscération. En dehors de ces situations, on a le temps pour examiner un malade. Et l'examen clinique, c'est un examen complet, un examen systématique, donc qui va permettre d'avoir tous les éléments de l'accident, les circonstances de l'accident, comment ce malade a été amené à l'hôpital, l'examen clinique, tension, pouls, la respiration, la miction, l'examen de l'abdomen, est-ce qu'il y a une contusion, est-ce qu'il y a un hématome, est-ce qu'il y a une plaie, est-ce qu'il y a une défense, tous les éléments, d'accord? Et donc, une fois qu'on a examiné un malade, on voit ce qu'on appelle hiérarchiser, c'est-à-dire faire des priorités. On va dire, ce malade est grave, ce malade est moins grave. Pour les malades graves, situation dont on parlait, l'état de choc hémorragique, la péritonite, l'éviscération. Donc, c'est des malades graves qu'il faut les opérer. Les autres malades sont en bon état hémodynamique et qui nécessitent des explorations. D'emblée, donc, bien sûr, en salle d'examen, il faut conditionner le malade. C'est-à-dire, il faut avoir une voie d'abord, parfois 2 voies d'abord. Il faut réchauffer le malade. Et parfois, on a besoin d'une assistance ventilatoire. C'est en fonction de l'examen clinique, cas par cas. Et il faut faire des prélèvements. Prélèvements, c'est essentiellement NFS, groupe sanguin, urée, glycémie et créatinine. Ça, c'est le minimum. D'accord? Et puis, pour les malades stables, l'examen qui permet de résoudre tous les problèmes, c'est un scanner thoraco-abdominal. Pourquoi thoracique? Parce que dans les lésions de l'abdomen, le thorax, on peut avoir des lésions thoraciques. Et aussi, on peut avoir des lésions au niveau du bassin. Donc, la meilleure solution, parfois, lorsqu'il y a des lésions associées, il faut faire ce qu'on appelle un body scan, un scanner du corps entier. Donc, retenez, en matière de traumatisme de l'abdomen, si l'état du malade est stable, la meilleure solution, c'est un scanner abdominal. Ce n'est pas une échographie, ce n'est pas un abdomen sans préparation. L'examen clinique initial, on va passer très vite, on l'a vu. Je vous ai expliqué les différentes situations dans lesquelles il faut opérer le malade. Et donc, lorsque l'état hémodynamique est stable, ça permet de réaliser un examen complémentaire, essentiellement TDM, scanner. Les examens complémentaires, je vous ai parlé. Donc, NFS, urée, glycémie, créatinine, TP et éventuellement un bilan hépatique. L'imagerie, c'est essentiellement un scanner. Ce n'est pas une radiographie pulmonaire, non, c'est un scanner thoraco-abdominal. Éventuellement, d'autres examens, lorsque le traumatisme de l'abdomen est associé à d'autres lésions. On peut être amené à faire un scanner cérébral. On peut être amené à faire, je ne sais pas, par exemple, des coupes sur le bassin. Lorsqu'il y a, par exemple, des lésions osseuses, on peut être amené à réaliser des radiographies du genou. Ça, c'est cas par cas. Ça, c'est des images de scanner. Le scanner, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer soit un épanchement, soit des lésions des organes. L'épanchement, c'est souvent un épanchement sanguin ou un épanchement intrapéritonéal secondaire au déversement du liquide du tube digestif. Donc, qu'est-ce qu'on demande au radiologue? C'est de chercher un épanchement, c'est de chercher une lésion des organes. L'artériographie, non. Il n'y a pas lieu à faire une artériographie en urgence. D'ailleurs, maintenant, on fait un scanner avec injection. Mais quand est-ce qu'on peut être amené à faire une artériographie? C'est dans un but thérapeutique, lorsqu'il y a une lésion vasculaire. Et grâce à l'artériographie, on peut emboliser.
on peut emboliser, mais ce n'est pas dans un but diagnostique. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Ça c'est une lésion vasculaire qui saigne. Et voilà une artériographie. Ça permet d'obturer cette lésion. Donc retenez que l'artériographie, c'est dans un but thérapeutique. Forme clinique. Et les plaies de l'abdomen, c'est une forme clinique des traumatismes de l'abdomen qui représente 20%. Donc je vous ai dit que les plaies peuvent atteindre la paroi, peuvent atteindre les organes intrapéritonéaux, mais parfois ces plaies peuvent atteindre les gros vaisseaux. Et ça engendre une hémorragie et souvent c'est mortel. Ça, c'est des différentes lésions. Le traitement. Le traitement, il faut connaître les principes. On ne va pas rentrer dans les détails pour connaître le traitement des différentes lésions. D'accord? Le 1. Le but du traitement, c'est restaurer un état hémodynamique stable. Ça, c'est le premier objectif. Un état hémodynamique stable, bien sûr, et un état respiratoire. 1. Restauration de l'état hémodynamique et respiratoire. Il faut arrêter l'hémorragie. 3. Traiter une lésion des organes creux, s'il y en a. 4. Traiter les lésions associées. On ne va pas rentrer dans les détails du traitement de chaque organe, parce que ça va prendre des centaines de pages. Et ce que vous avez dans le document est très clair et ça vous permet de comprendre les principes. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, lorsqu'il y a une plaie du diaphragme, il faut la suturer. Mais lorsqu'il y a une grosse perte du diaphragme, il y a vraiment beaucoup de méthodes thérapeutiques. On peut être même amené à mettre une plaque lorsqu'il y a une grande perte de substance. Lorsqu'il y a une plaie au niveau de l'estomac, on peut être amené à suturer la plaie, soit à faire une résection gastrique. Lorsqu'il y a une plaie au niveau du foie, elle peut s'arrêter de saigner, donc mettre juste du spongel, ou on peut être amené à réaliser même une suture ou à réaliser une résection hépatique. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de chaque lésion. Vous allez trouver quelques données, quelques notions de traitement, de principe de traitement dans le cours. Reste à vous expliquer c'est quoi le traitement non opératoire, le TNO. Le traitement non opératoire, avant tout, à qui s'applique cette méthode? 1, c'est ce qu'on appelle les critères de sélection, c'est des malades qui sont hémodynamiquement stables ou secondairement stabilisés. Pas de signes péritonéaux. Il n'y a pas un examen neurologique qui est normal. On a un scanner qui montre une certitude du diagnostic. Il n'y a pas intra- ou extra-abdominal qui nécessite une intervention chirurgicale. Donc, pour ces malades qui sont stables sur le plan hémodynamique, qui n'ont pas de péritonite et par exemple qui ont une contusion du foie ou une petite lésion du foie qui s'est arrêtée de saigner. Ces malades, ce n'est pas la peine de les opérer. Il faut les surveiller. C'est ce qu'on appelle le traitement non opératoire. Mais ce traitement non opératoire a des critères. On ne peut pas l'appliquer à tous les malades. On ne peut pas l'appliquer à un malade qui est en état de choc. On ne peut pas l'appliquer à un malade qui est en péritonite. On ne peut pas l'appliquer à un malade qui a une éviscération. D'accord? Donc, c'est les malades stables. La stratégie non opératoire, c'est le traitement non opératoire, comme je vous ai expliqué. Le traitement chirurgical, vous avez les notions et les principes de traitement dans le polycope. On ne va pas rentrer dans les détails. Le principe, c'est arrêter l'hémorragie et éventuellement réparer l'organe qui est atteint. Bien sûr, la voie d'abord, en matière de traumatisme de l'abdomen, c'est souvent une laparotomie. C'est exceptionnellement qu'on utilise la cystoscopie pour des traumatismes de l'abdomen.
Ici, c'est les détails de traitement de chaque lésion. Ça, c'est des détails de spécialité qui ne sont pas à votre niveau. Ce n'est pas la peine de les retenir. Vous retenez que les principes. Donc, en résumé, les traumatismes de l'abdomen, c'est des urgences. Il faut faire le diagnostic précocement. Il faut identifier les malades à opérer en urgence. C'est les malades qui sont en état de choc, les malades qui sont en péritonite et les malades qui ont une éviscération. Je peux vous poser une question, par exemple, à l'examen. Quelles sont les indications chirurgicales en urgence? Vous devez répondre 3 éléments. 1, état de choc. 2, péritonite. 3, éviscération. Je peux vous poser la question, quels sont les critères d'un traitement non opératoire? Malades qui n'ont pas ces 3 lésions, c'est-à-dire qui ne sont pas en état de choc, qui ne sont pas en éviscération et qui ne sont pas en péritonite, bien sûr qui sont stables sur le plan hémodynamique, qui ont un scanner abdominal qui a montré des lésions stables qui ne saignent pas. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Je vous entends. L'embolisation par artériographie, est-ce qu'on suspecte le saignement par l'exploration TDM en bas on traite par l'embolisation ou on suspecte le saignement cliniquement on a le traitement من بعد معناتها بالartériographie? D'accord, c'est une très bonne question. La lésion hémorragique, par exemple au niveau du foie, ou au niveau de la rate, comment on fait le diagnostic? Souvent, cliniquement, on va la suspecter, bien sûr, mais souvent, actuellement, lorsqu'on fait un scanner, c'est un scanner avec injection de produits de contraste. Donc, le produit sur les clichés du scanner, on va avoir une fuite du produit de contraste. D'accord? Donc, on va déterminer le siège de la lésion. Donc, une fois qu'on a déterminé le siège de la lésion, à ce moment-là, on va faire une embolisation. Donc, l'artériographie, elle ne se fait que pour le traitement. Ce n'est pas pour le diagnostic, c'est pour le traitement. C'est clair? Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les diapositives sont trop chargées. C'est des diapositives qui sont faites, qui sont préparées même pour des résidents, même pour des assistants. Donc, surtout le traitement est très détaillé. Il suffit de voir, il suffit de préparer et de comprendre le contenu du cours. Vous l'avez le cours hein, sur la plateforme. Hein? Ah non, monsieur le cours. Ah d'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok, à la prochaine. Merci pour votre attention. Donc, nous rejoignons maintenant.